Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette présentation de la salle multi-activité passive à Wettolsheim. Je m'appelle Yacine Benzerari, je suis chargé de mission de retour d'expérience au sein du centre de ressources du bâtiment durable en Alsace, Envirobat Grand Est et énergie-vue.pro. Cette présentation est organisée par le centre de ressources Envirobat Grand Est en partenariat avec le collectif Acteurs du passif dans le Grand Est. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir l'équipe de la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre pour nous présenter le projet ainsi que les retours d'expérience. Nous avons donc avec nous le Monsieur Borer, l'adjoint au maire de la mairie de Wettolsheim, Monsieur Wellers, l'architecte du projet de l'atelier des formes, et Monsieur Mahler de Solares Bauen, le bureau d'études d'ingénierie environnementale et énergétique. Je laisse la parole à Monsieur Borer, adjoint au maire de la mairie de Wettolsheim. Merci. Donc bonjour à tous, à toutes et à tous. Je m'appelle Antoine Borer, je suis adjoint au maire à Wettolsheim. Donc je voudrais d'abord excuser Monsieur le maire qui n'a pas pu se libérer pour aujourd'hui. Alors je voudrais simplement vous donner quelques éléments de contexte, peut-être un élément un peu plus politique. Donc vous connaissez peut-être Wettolsheim, c'est un village viticole de la périphérie de Colmar, 1800 habitants. Au pied du Hollandsbourg. Et puis, nous sommes également fiers d'être le premier village viticole du Haut-Rhin, le deuxième d'Alsace, paraît-il, mais ça, nous ne le savons pas. Mais nous avons également une activité économique importante, notamment dans le domaine industriel, avec l'implantation du site RICO, qui représente peu ou prou 1000 emplois. Alors, pour situer le contexte de cette salle, je voudrais vous donner dire quelques mots à propos de sa genèse. Alors, le projet lui-même remonte à 2001. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement ancien, date à laquelle Lucien Muller et moi-même avons accédé à la mairie et avec une grande partie de l'équipe actuelle. Assez paradoxalement, notre commune ne disposait pas d'un tel équipement et nous avions recours à une salle associative pour les quelques manifestations que nous pouvions organiser. Malheureusement, ce n'était pas possible dans le temps puisqu'au fil des années, cette salle est devenue à la fois trop petite, voire inadaptée pour certains événements comme le repas de Noël des seniors, les réunions du conseil communautaire ou encore les réunions publiques. Alors, notre plus grande difficulté, parce que 2001-2020, ça fait quand même un bail, n'est-ce pas, c'était la maîtrise foncière, que nous n'avions pas à l'époque. La commune ne disposait pas de réserve en la matière. Alors, dès 2001, nous avons inscrit un emplacement réservé dans le plan d'occupation des sols de l'époque et nous avons commencé à procéder à l'acquisition amiable des parcelles nécessaires. Au total, 1,13 hectares à l'entrée du village. Et je dois préciser que toutes les acquisitions se sont faites à l'amiable. Il n'y a pas eu d'opération, je dirais, d'expropriation. Et il reste aujourd'hui sur cet emplacement réservé 2 parcelles qui sont encore à d'autres propriétaires. Sur cette même parcelle, nous allons également implanter, Thomas Wellers aura peut-être l'occasion de l'évoquer, un nouveau centre de première intervention intercommunal, donc pour nos sapeurs-pompiers, qui sera également un bâtiment passif. Voilà, donc à partir de 2013, nous avions pratiquement acquis les espaces nécessaires et nous avons commencé à travailler de façon beaucoup plus concrète sur notre projet pour l'élaboration d'un cahier des charges. Alors pour cela, nous avons d'abord visité un certain nombre de salles qui correspondaient à peu près à l'idée que nous avions pour notre première infrastructure. Parmi ces salles, je voudrais simplement citer celle de Turckheim et celle de Vogelsheim, qui étaient assez proches de ce que nous souhaitions. Et nous avons commencé à travailler avec l'Agence départementale d'aménagement et d'urbanisme du Haut-Rhin, l'ADOR, pour élaborer un avant-projet le plus précis possible et préparer le concours d'architectes qui devait être organisé par la suite. Et bien sûr, nous avons également consulté les futurs utilisateurs. Parmi ces utilisateurs, il y a le domaine associatif de Wettolsheim, puisque notre salle n'est pas qu'une salle polyvalente qui est destinée à accueillir des activités culturelles ou des manifestations, des concerts, etc. Mais il y a également une partie associative très importante. À plusieurs fois, nous avons remis sur l'ouvrage le projet
pour répondre au mieux à la vision que nous en avions. Et c'est à l'automne de l'année 2015 que nous avons eu connaissance de l'appel à projet de la région Alsace par rapport au bâtiment passif, à l'occasion d'une rencontre avec le responsable de l'antenne Énergie Vie à Célestat. Nous avons dès lors adapté notre projet à la nouvelle donne et nous nous sommes portés candidats à la fin de l'année 2015, juste avant que la région Alsace ne disparaisse. Nous avons lancé le concours d'architectes en février 2016 et nous avons eu plus de 80 répondants pour la première phase. Donc vous imaginez bien que le choix a été difficile. Nous avons donc sélectionné 3 cabinets d'architectes, parmi lesquels celui de Thomas Wellers. Et donc c'est finalement l'atelier des formes qui a été retenu puisque, si vous voulez, cela correspondait le mieux à ce que nous recherchions. D'abord, il répondait à tous les éléments du cahier des charges, il cochait toutes les cases, mais également pour les références en matière de bâtiments à faible impact énergétique que nous avions retenus. Voilà, je ne serais pas tout à fait complet si je n'évoquais pas le plan de financement qu'on peut peut-être afficher rapidement. Donc, vous voyez, le total de l'opération est un coût de 3 915 000 euros hors taxe. Alors, c'est très, très proche de l'épure initiale qui était de 3 387 600 euros. Mais simplement, il faut dire que les dépassements sont dus à des rajouts que nous, maîtres d'ouvrage, avons opérés au cours, en phase de construction, notamment l'ajout d'une scène, l'extension du parking qui initialement était prévu pour 60 véhicules et qui est passé à 105, etc. Un certain nombre de choses. Au niveau des financements, un autofinancement de la collectivité à hauteur de 45%, dont 250 000 euros de Colmar Agglo, qui avait été un fonds de concours que nous n'avions pas utilisé tout de suite. Et nous avons bénéficié de pratiquement 30% de subventions diverses. Donc l'État, tout d'abord, donc au titre du fonds de départ du FSDIL, pour 111 400 euros, ça c'était essentiellement les panneaux photovoltaïques et le type de chauffage. La région Grand Est, qui nous a versé 250 000 euros. Vous voyez, pour d'abord le bâtiment passif, évidemment, ce qui était prévu au départ, mais également l'ossature bois, le plan de soutien à l'investissement des communes de moins de 2500 habitants, la gestion, l'étude d'optimisation, le photovoltaïque et puis la chaudière à pellets. Je pense que Thomas Wellers s'y reviendra. Le département du Haut-Rhin nous a versé 600 000 euros au titre des territoires de vie. Également un fonds de concours de Colmar Agglo de presque 150 000 euros. Et puis nous avons contracté un emprunt de 1 million d'euros, donc ce qui représente 25% du reste du financement. Voilà ce que moi j'avais à dire. La salle en elle-même, vous pouvez la découvrir éventuellement sur notre site internet wettolsheim.fr. Je crois qu'il y a 2 vidéos qui permettront peut-être de compléter un petit peu les éléments qui vont être exposés par la suite. Voilà, j'en ai terminé et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions à la fin de l'intervention. Merci beaucoup, Monsieur Borer. Je laisse maintenant la parole à l'équipe de la maîtrise d'œuvre, à Monsieur Wellers et Christian Mahler de Solares Boren. Donc, bonjour à tous. Je pense qu'il y en a qui sont arrivés récemment. Donc, je vais d'abord présenter le projet par rapport à la conception et l'implantation du bâtiment, et puis ainsi que tout ce qui est l'enchaînement sur la construction, les matériaux, et puis un peu le résultat intérieur et extérieur du bâtiment. Et puis Christian Mahler, lui, interviendra plus sur la partie thermique, fluide, pour la conception passive du bâtiment. Donc, comme le disait M. Borer, on est situé dans la partie basse, à l'ouest du village de Wettolsheim. Et on a une silhouette des montagnes qui est dominée par les 3 châteaux ici, et puis le château du Haut-Landsbourg.
On a toute la partie supérieure qui est en forêt, et puis on a après les flancs de coteaux où il y a toutes les vignes en espalier. Et donc c'est un peu ce jeu d'espalier ont influencé la conception du projet. D'autre part aussi, on a donc en bas du village toute une extension qui a été réalisée au fur et à mesure avec donc des nouveaux lotissements. Voilà, donc ici, il y a un nouveau quartier qui est juste derrière la salle, qui est en train de se construire. Et puis, on a des bâtiments viticoles, des vignerons. On a le petit Wettolsheim, ici, un petit château qui a été construit assez récent. Et puis après, voilà. Donc on a toute une frange avec quand même un jeu de toiture avec rouge, avec plus ou moins des petites tuiles sur le bas du village. Donc voilà, on voit bien l'ensemble du bas du village. On a la N83 qui file ici avec le rond-point qui va sur Equisheim. Et donc, c'est ces terrains-là qui ont été acquis de vignes ou échangés avec des vignerons de telle manière à pouvoir positionner quand même ce bâtiment qui est assez grand, qui a une emprise au sol quasiment de 1400 mètres carrés et puis une surface de parking qui est assez conséquent également. Donc ça, c'est le programme. Le programme consistait à avoir toute une partie associative qui est représentée ici, avec donc salle une enothèque, on a l'école de musique et on a des salles pour des associations du village comme les associations de la marqueterie, le Val. Et puis après, on a toute une partie ici qui est un peu les pièces de service en lien avec la salle, avec l'office, avec les vestiaires, une sorte de salle annexe qui permet d'accueillir un peu les artistes ou faire des petites expositions. Et on a donc la scène qui était demandée, relativement grande, avec toute une partie de rangement. Donc ça, c'est le plan masse de la programmation. L'entrée était imaginée donc avec ce petit chemin qui est élargi. Et on a donc un bâtiment qui se développait plutôt de est-ouest pour dégager, par rapport au programme, une surface assez grande au sud. Par contre, nous, on a implanté un peu le bâtiment différemment dû au passif. Et donc, je mets cette photo là parce que c'est une image importante pour la conception d'un bâtiment passif. Il y a deux petits schémas que je vais vous montrer. Donc, c'est le fameux skieur. Il est emmitouflé dans un manteau, que ce soit des bonnes chaussures, des gants, tout ce qu'il faut pour que le corps soit complètement emmitouflé. Et donc, c'est vraiment cette image qu'il faut avoir pour le bâtiment passif et ne pas avoir ni que ce soit les pieds, les mains, on ne peut pas avoir d'éléments qui soient sortants par rapport à cet isolant. Donc, ça veut dire que quand on prend le schéma assez simple du bâtiment, on ne peut pas avoir ni une poutre en bois, ni une poutre en béton. Aucun élément ne peut sortir de l'enveloppe isolée du bâtiment. Donc ça, c'est un des premiers points sur la conception passive, c'est vraiment avoir ce manteau qui enveloppe complètement. Également, on voit bien en dessous du bâtiment, on doit avoir cet isolant qui a une continuité avec les murs et la toiture. Pour quelques petits schémas d'implantation, avant d'expliquer notre manière d'intervenir sur ce site, l'implantation numéro 1 est l'implantation, on va dire, un peu idéale pour un bâtiment passif, c'est-à-dire de dégager une surface de façade sud la plus longue possible ou la plus haute possible au sud. On voit le bâtiment rond et pas forcément très intéressant parce qu'en fait, elle dégage très peu de surface au sud, parce qu'au-delà d'un degré, si la façade est inclinée à 15 degrés vers l'est ou vers l'ouest, déjà les fenêtres ne jouent plus tellement le rôle d'apport passif
et deviennent pour le thermicien plutôt quelque chose qui va dégrader la performance du bâtiment. Donc la position 3, en fait, c'est un peu la situation 3, c'est un peu ce qu'on a choisi, c'est d'avoir quand même une surface au sud assez droite et puis d'avoir un bâtiment en recul. Mais par contre, on a joué. Donc, vous voyez, le bâtiment, c'est un rectangle plutôt orienté nord-sud, mais l'avantage pour apporter des apports passifs, c'est le jeu de haut jour qu'on va créer. Parce qu'en fait, je prends sur cette compacité, vous voyez, si on fait un bâtiment de plein pied, la façade au sud est quand même intéressante parce qu'elle est assez longue, mais elle est sur qu'un niveau. Si on fait un bâtiment sur 2 niveaux, on a 2 fois plus, pour la même surface au sol, on a 2 fois plus de surface de façade au sud. Et si on fait un bâtiment sur 3 niveaux, on a la même chose en surface de façade, mais on a une emprise au sol, donc on est plus économique, qui est plus réduite. Et donc, en fait, là, ce qui est compliqué dans la salle des fêtes, c'est que, en fait, il faut. Je vais revenir sur une diapo. Je vais prendre la diapo après. C'est qu'en fait, il faut qu'on ait. Toute la salle des fêtes peut être que sur un niveau. Donc, on ne peut pas se permettre de. On a très peu de choses qu'on peut monter à l'étage. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis le maximum, tout ce qui pouvait monter, c'est-à-dire la chaufferie, le local ventilation, le logement. Voilà, du rangement qu'on a monté à l'étage pour avoir une emprise au sol la plus réduite possible. Et on voit dans ce schéma un peu classique de bioclimatique, on a ici ces 3 niveaux d'apport solaire avec une surface au nord, une toiture au nord réduite. Et donc si on prend la coupe aujourd'hui de notre bâtiment, on voit ici la partie de plein pied qui éclaire la partie associative. On a ici un haut jour qui éclaire le fond de la salle et on a également ici un haut jour qui éclaire le centre de la salle. Donc, en fait, même si on a le bâtiment qu'on a étiré du nord au sud, on a décalé les toitures pour faire rentrer la lumière à l'intérieur du bâtiment, d'une part pour des questions d'éclairage naturel dans la salle, et d'autre part par rapport aux apports passifs qu'on peut apporter à l'intérieur du bâtiment. Donc on voit bien ce grand rectangle et on a ici donc des apports sud, ici des apports sud et ici des apports sud. Donc on a joué avec ces 3 strates au niveau du bâtiment. Donc petit reprise sur le programme. Donc devant, on a toute la partie associative sur la partie avant du bâtiment. Et on a souhaité garder un espace de verdure, de détente et de vue de la salle vers cet espace un peu de convivialité. On a au nord plutôt des espaces de service avec l'accès technique pour tout ce qui est lié à la Seine. Et puis, à l'ouest, ici, on a toute l'approche vers le bâtiment avec les circulations piétonnes, les accès pour les vélos et puis pour tout ce qui est donc les stationnements pour la salle des fêtes. Donc, à l'intérieur, on a cette partie associative qui est là devant. On a le hall d'entrée avec les pièces de service ici, avec la petite salle annexe. Et ici, on a les sanitaires et les vestiaires en lien avec le hall. Là, en clair, on a la salle des fêtes et sur la partie arrière, la scène fixe qui est donc accessible techniquement par l'arrière au nord pour tout ce qui est matériel. Et donc, on a ces ouvertures à l'ouest avec la vue vers le skyline des montagnes et vers l'espace de convivialité. Donc, on voit à l'étage qu'on a essayé de monter le maximum de pièces, donc du rangement, les locaux techniques, le logement,
voilà, qui a donc, lui, une terrasse cachée à l'intérieur du bâtiment. Et donc, c'était assez compliqué d'imaginer un projet de telle manière à ce que la hauteur sous plafond de 7 à 10 mètres qui était demandée dans le programme, donc on voit ici à l'intérieur de la salle, cette grande hauteur, comment faire un bâtiment qui n'ait pas une impression dans le site comme un volume trop cubique et qui a un impact sur l'environnement assez fort. Et donc, on a souhaité arriver à l'intégrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'impression du volume, elle est difficile à cerner. On ne se rend pas compte qu'il y a une telle hauteur à l'intérieur du bâtiment. Donc, on voit ces deux hauts jours dont je vous ai parlé, celui du bas qui éclaire le fond de la salle et celui qui est au milieu. Et donc, ils viennent compléter les apports de lumière qu'on peut avoir donc, de l'ouest. Et on voit, on a un petit schéma, petite étude de facteurs solaires naturels. On voit que la baie vitrée à l'ouest apporte pas mal de lumière. Et les deux au jour, on voit l'impact. Donc celui qui est légèrement plus haut apporte au sol un peu moins de lumière naturelle. Mais c'est vrai que cette salle, dès qu'il fait relativement lumineux à l'extérieur, on n'a pas besoin d'avoir l'apport de lumière artificielle. Donc là, les lumières sont allumées, c'est plus pour la photo, mais c'est vrai qu'en fonctionnement, on n'a vraiment pas besoin d'avoir de complément de lumière artificielle. Donc ça, c'est les documents qu'on a rendus au concours. On voit bien là le jeu des trois strates. Et on voit justement là derrière cette partie-là, la terrasse du logement qui est dissimulée. Ça, c'était donc la perspective de la salle lors du rendu du concours, donc avec les habillages également tout en périphérie. Et le hall d'entrée. Donc, il y a une petite astuce dans ce hall d'entrée. On a ce grand haut jour ici, mais on ne se rend pas très compte. En fait, on a une sorte de toiture à l'intérieur du bâtiment qui, en fait, est la toiture des sanitaires. Donc, en fait, on vient chercher la lumière assez loin au niveau de la façade sud, de telle manière à avoir cet apport solaire également dans le hall. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre dans ce hall, on a une impression de grandeur, alors qu'il a une taille plus modeste que ce qu'on perçoit, quoi. Voilà, donc ça, c'est une vue aérienne de la salle aujourd'hui. Donc, on voit bien derrière la frange de la fin du village de Wettolsheim. Et donc, on voit bien également le logement avec sa terrasse qui est dissimulée, le photovoltaïque qui est également présent avec une puissance de 36 kg qui est complètement revendu, hein, qui n'est pas utilisé pour la salle, on n'avait pas vraiment d'intérêt. Et donc, on a tout sur l'ensemble de la couverture à faible pente qu'on a sur le bâtiment, on a une toiture en inox. Voilà. Et toutes les façades sont revêtues de tuiles alsaciennes Biberschwanz. On souhaitait utiliser dans ce projet des matériaux locaux, mais de les réinterpréter, de manière différente. Ça veut dire que les tuiles ne sont pas forcément vraiment sur une toiture, on est plutôt sur des murs inclinés. Et puis l'inox, qui est aussi un matériau plus récent aujourd'hui utilisé par les vignerons pour les cuves. On trouvait que c'était intéressant d'utiliser un matériau plus contemporain avec ses sous-faces un peu miroirs. On a devant les trois au jour. Et on a le grès de Roufac, le jaune, qui est également utilisé. Alors, on a 4 types d'isolants sur le bâtiment. On va utiliser 2 isolants qui sont des isolants plutôt issus quand même de la pétrochimie, qui sont liés à l'implantation du bâtiment. Donc, on a du polystyrène sous les dalles portées et on a la mousse de verre, du foam glass qu'on utilise comme matériau porteur pour poser le bâtiment dessus.
Et après, on a 2 isolants biosourcés qu'on utilise en très grande quantité, qui est la laine de bois rigide et la ouate de cellulose qu'on insuffle donc dans la charpente. Juste pour avoir une petite précision, c'est que la ouate de cellulose, on en a mis 40 tonnes, et donc ça représente seulement une journée de l'Alsace, d'une publication de l'Alsace, une journée de papier. Donc ça donne un peu une notion par rapport au volume de papier utilisé. Donc, je reviens sur la coupe. Donc, on voit les différentes couches d'isolant. Donc, toute la structure, comme je disais avec mon fameux skieur, c'est que toute la toiture, ainsi que donc, à l'arrière des murs, on a l'isolant. Et donc, l'isolant fait tout le tour, sans interruption, autour de l'ensemble de la structure. Donc, tout ce qui est lié avec le rapport au sol, c'est les matériaux qui sont imputrescibles, qui sont mes 2 matériaux, le polystyrène et la mousse de verre. Et tout ce qui sort de terre, qui est déconnecté de l'humidité, on a des matériaux biosourcés. Voilà, donc là, on a un petit détail pour montrer les épaisseurs d'isolant. Donc, Christian Mahler vous présentera les différents épaisseurs et aires que constituent les différentes parois. Mais ce que je voulais préciser sur la difficulté d'une salle des fêtes passive, c'est qu'en fait, on a des très, très grands volumes, très hauts, qui, en fait, déjà sont utilisés moins fréquemment que, par exemple, une salle des classes qui est, elle, plus petite, et il y a 30 élèves dedans. Donc, en fait, on a 30 élèves qui chauffent à partir du moment où ils rentrent dans la salle de classe. C'est comme si on avait allumé le chauffage dans un bâtiment passif. Par contre, ici, on est plutôt sur une utilisation en soirée ou dans l'après-midi. Donc, la salle n'est pas constamment utilisée. Et surtout, on a des volumes d'air qui sont assez conséquents. Alors, il y a une des notions que je trouve très intéressante dans les bâtiments passifs, c'est que on a en fait que 10% de la contenance de la chaleur dans l'air, alors que 90% de la chaleur de notre bâtiment passif est dans les matériaux en dur. Alors, c'est pour ça qu'on a quand même une certaine quantité de voiles de béton ou de dalles de béton, parce qu'on a besoin d'emmagasiner ces 90% de chaleur ou de fraîcheur si on est dans les périodes d'été. Donc, vous voyez que le système aussi, pour tous les débords de toit, on est sur des structures. Comme mon petit bonhomme, il n'a pas la main qui sort dehors. Vous voyez, toutes ces structures bois sont rapportées par des systèmes de vis et viennent se greffer sur l'isolation. Et on n'a pas de structure de charpente qui sort à l'extérieur. Donc, tous les débords de toit sont des structures autonomes qui sont rapportées sur les isolants. Donc aussi un point quand même intéressant, c'est que tous les puits de lumière, donc je crois qu'il y en a 3 dans ce bâtiment, sont en quadruple vitrage. Donc les systèmes de désenfumage, les systèmes qui permettent donc de ventiler certaines pièces sont en quadruple vitrage, surtout pour éviter les apports solaires directs du soleil en été. Donc on les voit ici, les 3 puits de lumière. Qui servent, alors ces 2-là servent de désenfumage, celui-là sert de ventilation d'une des salles. On voit bien l'emplacement du photovoltaïque. Et donc toutes les baies vitrées du bâtiment sont conçues, vous voyez l'épaisseur, les baies vitrées font 14 cm d'épais, ont des systèmes de laine de bois dans les profils alu pour encore réisoler les sections de bois. Et on a également ici, vous voyez, devant les profils de bois de la fenêtre, on a également de la laine de bois rigide qu'on vient, qui est fabriquée avec la fenêtre. Et nous, toutes nos finitions viennent cacher ce dormant. Donc en fait, on n'a aucun dormant visible. On a une continuité entre la fenêtre intérieure et la fenêtre extérieure, qui permet d'avoir une très très bonne isolation thermique au niveau des profils.
Voilà, donc je reviens sur les matériaux, comme je disais tout à l'heure, la Biberschwanz, le zinc prépatiné noir, le grès jaune de Roufac et l'inox gris qu'on a en sous-face et en toiture. Le système constructif n'était pas évident parce que donc on avait prévu justement de rehausser le niveau du terrain pour la salle de telle manière à ce que la salle soit légèrement au-dessus du chemin d'accès pour qu'on ait une légère pente montante vers le hall d'entrée. Et donc le bon sol était 2 mètres plus bas. Et donc on a fait une centaine de petits plots en béton surmonté de cet isolant en foam glace qui vient donc reprendre l'ensemble des charges des murs du bâtiment. Donc voilà, on voit les petits plots qui tiennent cette dalle portée et on a l'ensemble donc de la structure béton. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le noyau dur qui va, lui, va contenir la chaleur ou la fraîcheur, ça dépend, donc on va dire en hiver la chaleur et en été la fraîcheur, va servir de régulateur du bâtiment. Parce que même si le bâtiment est très grand, on n'a pas de joint de dilatation. Parce que dans un bâtiment passif, du fait qu'on a notre fameux skieur qui est emmitouflé dans un isolant, dans un bâtiment passif, la variation de température du béton va varier que de 10 degrés. Vous prenez un bâtiment classique en béton sa structure est apparente à l'extérieur, le béton va subir une variation de 40 à 50 degrés entre l'hiver et l'été. Donc en fait, il va dilater et bouger assez fortement. Donc, dans notre cas, le béton, lui, reste très stable et nous permet de vraiment avoir ce régulateur naturel par cette masse qui est assez impressionnante. Je crois que pour Wettolsheim, on a à peu près 450 mètres cubes de béton. Donc voilà, on a creusé des trous pour avoir le bon sol à moins 2 mètres. On les remplit de béton. On vient mettre dessus, coller notre isolant qui peut reprendre des dizaines de tonnes, qui est incompressible, cette mousse de verre. Et donc, on vient après mettre le polystyrène de 35, je crois, 34 ou 35 cm d'épais. Et en fait, le polystyrène, il est mis de telle manière à ce qu'en fait, on ait des dés sur, vous voyez, c'est les zones qui sont blanches, là, c'est le foam glace. Et donc, le polystyrène, lui, vient poser et vient chevaucher le foam glace de telle manière à éviter le pont thermique sous l'appui. Voilà. Et donc, après, donc on voit bien la pose du polystyrène de forte épaisseur, qui n'est pas porteur. C'est un polystyrène qui est suspendu à la dalle portée. Et après, il y a le ferraillage et le coulage de la dalle. Voilà. Donc, la dalle a été faite en 2 parties. Donc, et puis, ce qui est intéressant dans les bâtiments passifs, c'est que là, on vient le lisser fortement, ce béton, bien plan. Et on peut tout de suite, après, mettre le parquet, le lino. Il n'y a pas d'étape encore intermédiaire où on vient remettre un isolant, une chape, comme ce qui se fait dans les bâtiments classiques. Là, on est directement sur donc, un sol qui fait 25 d'épais, une dalle portée qui fait 25 d'épais, qui est déjà isolée en dessous et qui peut accueillir directement les revêtements. Donc, on a une étape en moins au niveau du chantier. Donc, on voit l'ensemble des attentes pour les murs, on voit l'ensemble des attentes de tout ce qui est réseau d'assainissement a été précisément positionné sous la dalle. Et on a au milieu, vous voyez, au milieu, cette bande de clavetage qui va être coulée que 2 mois ou 3 mois après, le plus tard possible, entre les 2 zones, donc la zone nord et la zone sud du bâtiment. De telle manière à laisser prendre place, on va dire, chaque zone, il y a peut-être quelques millimètres de tassement, et donc pour que tout ça se mette bien en place sans que ça fissure, on a séparé la partie nord et la partie sud. Donc on commence à monter les murs de refend en béton, qui ne sera pas forcément un béton dans ce projet apparent.
Voilà, donc on a commencé par toute la partie sud, en imaginant donc faire un roulement au niveau de la structure bois. Ça veut dire que dès que le béton ici était prêt, on a pu monter la structure bois côté sud et puis après monter la structure côté nord. Donc on a mis en place la structure métallique, la passerelle technique de la Seine, avant même de mettre la charpente en place. Voilà. Et donc là, ce plan est assez léger, mais c'est toute la structure bois. Donc en fait, c'est tout le manteau bois et isolant qui va être mis autour de ce noyau béton et donc va venir complètement l'englober. Donc d'une part la structure bois et après d'autre part les épaisseurs d'isolant. Donc je crois qu'en moyenne en toiture, on a autour d'entre 50 et 60 cm d'isolant en toiture. Et en mur, on doit avoir 45 ou 50 cm en mur. Donc on a quand même des épaisseurs assez conséquentes d'isolant sur le pourtour du bâtiment. Donc on voit toutes les structures qui sont en rouge, ce sont des structures rapportées. C'est ces fameuses structures qui ne sont pas des structures où en fait l'isolant passe dessous d'abord et ces structures-là sont après rapportées sur les isolants pour ne pas avoir de pont thermique. Ouais, alors là, les détails, c'est assez petit, mais c'est exactement c'est pareil, c'est toute la partie bois. Bon, je pense que ça, c'est un peu trop petit. Donc, on voit bien que tous les murs périphériques au bâtiment sont en structure bois. Et on a à l'intérieur tous les voiles de refend principaux. Il y a peu de cloisons en fait dans ce projet. Il y a beaucoup de refend en dur pour des questions phoniques, pour des questions de feu aussi, de résistance au feu, et également pour donc cette fameuse inertie nécessaire au bâtiment. Voilà, donc après, il y a eu donc le montage de la structure primaire en bois, donc en lamellé collé, qui est composée de structures biaises et de structures horizontales, contreventées par les grandes croix en losange. Et donc, d'un côté, la structure descend jusqu'à la dalle, à côté ouest, où il y a les baies vitrées, et côté est, on a les structures qui viennent s'appuyer sur le mur central. Voilà, on voit comment le bois vient tout d'un coup vient englober le noyau béton. Donc là, on voit la structure de la charpente qui est mise en place. Donc en fait, tout est dessiné bien évidemment en 3D. Donc ça veut dire que tous les ouvertures sont déjà déterminées à l'avance et donc ça permet de commander les fenêtres sur plan en fonction des fichiers qu'on a BIM du bâtiment. Et donc dès cette position, dès qu'on a mis les chevrons, la laine de bois et le pare-pluie, on commence à poser les fenêtres, quoi. Donc, c'est-à-dire que les fenêtres sont déjà prêtes au niveau de la fabrication. Donc, ça, c'est le volume au niveau du logement, en haut. Donc, là, on voit le logement qui a évolué entre le concours et l'APD, où donc le logement fait un L. On voit donc à chaque fois les strates inclinées, les murs inclinés en charpente bois, ossature bois. Donc toute la difficulté par rapport à ce bâtiment, c'était la complexité de l'échafaudage pour ces façades qui sont inclinées, pour travailler de manière... voilà, c'était pas évident ce rapport à l'inclinaison et à la sécurité, ça nous a un peu ralenti sur le chantier. Donc ça, c'est les châssis que je vous ai montrés avant, donc de forte épaisseur, avec donc une continuité entre l'intérieur et l'extérieur. La suite
du second œuvre à l'intérieur. Donc, c'est toutes les pièces de bois et les isolants écologiques doivent être protégés au feu. Donc, on voit cette continuité des plaques de plâtre au niveau du plafond. On a le fond de la scène qui est le mur béton sur lequel vient s'appuyer l'ensemble de la structure. Voilà. Et donc, l'enveloppe, petit à petit, se ferme avec la mise en place donc, des tuiles à l'extérieur. Donc, il y a quasiment 900 mètres carrés de surface de tuiles. Donc, c'est un revêtement assez écologique, durable. On sait que les petites tuiles alsaciennes sont très durables et on va dire que c'est quand même un revêtement qui est noble pour un prix qui est assez attractif parce qu'on est à moins de 100 € le mètre carré. Donc, un habillage de bâtiment à moins de 100 € n'est pas si courant aujourd'hui quand on veut faire un bâtiment avec une certaine qualité de façade. Là, on commence à l'intérieur à mettre les frênes vapeur. On a les trous pour insuffler la ouate de cellulose dans les murs. On voit que déjà les fenêtres donc, sont mis en place. Et donc là, au sol, comme je disais, c'est cette dalle qui est la dalle d'origine va accueillir directement les revêtements de sol. Donc en fait, en finale, même si on imagine que le bâtiment passif a une certaine complexité, en fait, aujourd'hui, avec on a à peu près 17 bâtiments passifs en fonction, et au fur et à mesure d'avancer dans la conception de ces bâtiments, on voit qu'on arrive à trouver des simplifications, des économies aussi qui permettent de démontrer qu'un bâtiment passif n'est pas forcément plus cher qu'un bâtiment un bâtiment classique, surtout sur des bâtiments de cette taille-là. Et donc, on souhaite à chaque fois améliorer aussi notre recherche sur les différentes astuces qu'on peut apporter à la conception, quoi. On est toujours un peu en formation, hein, même si on a beaucoup de bâtiments en passif, on est toujours en train de réfléchir comment on pourrait faire avoir de l'inertie avec moins de matériaux, moins de béton. On utilise de la pierre ou utiliser d'autres matériaux qui permettent d'accumuler. Également des recherches sur la simplification des structures bois voilà, et du process en général. Donc là, on est sur, en finale, on a quand même mis un échafaudage sur l'ensemble des façades pour pouvoir faire cette façade en conformité. Donc, le local technique, les architectes les dessinent toujours trop petits pour les thermiciens, mais là, c'est rentré quand même tout juste, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à mettre au final, avec donc la double flux, les ballons, le ballon pour le chauffage qui est également dans cette pièce-là. Et puis, on voit donc la mise en place de tous les réseaux de ventilation, chemin de câble dans les circulations. Avec une position qui est tout avait été donc dessiné en 3D et donc la position de chaque gaine était déjà prédéterminée pour les différentes entreprises. On voit dans le hall d'entrée quand même toute la liaison et la partie technique qui est assez impressionnante pour la ventilation. Et aussi dans la salle, à l'arrière, donc dans les parties inclinées, on voit le volume que prend la partie technique pour l'amener d'air, pour les différents soufflages avec les systèmes de réglage que va développer Christian Mahler. Voilà, donc derrière cette partie-là en haut, on a le local ventilation qui est à l'étage. Et donc, même s'il y a beaucoup de réseaux de gaines, on a essayé vraiment de réfléchir à ce que tous les réseaux soient au plus court. Quelques photos sur l'intérieur. Ça, c'est l'office. Là, le Notec, on a le Notec avec l'accès à une petite cave à vin. Alors, il n'y a pas encore les bouteilles, mais on peut imaginer l'ambiance avec les bouteilles. Voilà. Et la salle, aujourd'hui, qui est terminée, on a donc ces habillages en bois, on retrouve donc ces triangulations, ces losanges qui contreventent l'ensemble de la charpente, avec ces apports de lumière en partie haute.
Voilà. Et on a un système de gradins qui est rangé à l'arrière du bâtiment pour 260 places, qui prend en fait que 1,40 m de large. Donc c'est assez pratique et puis ça peut avancer. Donc on peut également diviser la salle ici en deux, c'est-à-dire avancer l'ensemble des gradins et puis d'avoir une salle à l'arrière où on prépare autre chose pendant qu'il y a un spectacle ou une conférence. Le hall d'entrée avec ce fameux grand plan incliné avec le haut jour sud qui permet d'apporter de la lumière à l'intérieur. Et puis donc la partie bar en face qui donne accès donc à la salle principale. Voilà, quelques chiffres sur le projet. Donc on a le terrassement et le parking qui fait 100 places, comme disait M. Borrer, à un coût à peu près de 350 000 €. Les équipements office et équipements scéniques pour 165 000 €. Et on a la photovoltaïque pour 50 000 €, donc avec une surface de 220 mètres carrés. La salle multi-activité et le logement font 1600 mètres carrés dans la globalité. Et donc pour un coût de 2 875 000. Le total du projet, c'est 3 440 000 hors taxe pour un coût bâtiment de 1 800 € hors taxe. Voilà, donc juste sur le maître d'ouvrage, c'est la mairie de Wettolsheim. L'architecte mandataire, c'est Atelier des Formes, associé à Mathieu Husser. Et on a donc le bureau d'études, c'est Optime Ingénierie, structure béton, c'est Hagenmüller, thermique fluide, Solares Bauen, qui va présenter la partie thermique. Et puis, on a Progelec en électricité, Veritas en SPS et contrôle technique. Voilà. Et les entreprises, je ne vais pas toutes les citer, mais elles ont toutes bien participé au projet et à la construction du bâtiment. Voilà, nous, on est situé, c'est nos bureaux, et on est situé sur Soulsbar-les-Bains, avec Optime Ingénierie. Et donc, je vais passer la parole à Christian Mahler, et puis après, je répondrai aux questions, si vous avez des questions plus précises sur le passif ou sur la conception passive. Merci beaucoup, Thomas, pour cette présentation très précise. Je ne vois pas de questions dans le chat, donc on continue avec la présentation de la partie technique et on prendra les questions à la fin. Bonjour à tous, on m'entend? Et est-ce que l'image est présente? Oui, très bien, oui. Ok. Donc, moi, je vais vous présenter un petit peu la partie technique, préciser certains éléments qu'a développé Thomas et parler un petit peu des systèmes. Donc, je vais commencer par la performance énergétique visée et puis ensuite développer tout ça et présenter un petit peu aussi des résultats qu'on a eu cette première année puisque la salle a été livrée courant 2020. Donc tout d'abord, le projet est soumis à l'appel à projet Climaction bâtiment exemplaire avec un objectif de 15 kWh par mètre carré par an, donc c'est le niveau du passif, avec un objectif de 120 kWh d'énergie primaire, toute énergie confondue, l'étanchéité à l'air bien sûr, la vérification de l'étanchéité des réseaux, et puis après on a également réalisé une analyse de cycle de vie qu'on a réalisé sur ce projet pour un peu orienter ou préciser certains éléments de performance environnementale. Et puis aussi le choix de matériaux sains et notamment tous étiquetés A+, par rapport à la qualité de l'air. Alors ici, voilà, je remets juste un petit peu les zones que Thomas a déjà développées. Donc on a une zone centrale avec la salle de spectacle et ses annexes. En partie sud, on a l'école de musique et de l'OTEC, des espaces associatifs. Et à l'étage, on a le logement. Donc ce sont trois zones bien distinctes en termes d'usage. Et ils ont chacun donc leur calcul PHPP séparé puisqu'on a des apports et des conditions de fonctionnement différentes pour chacun de ces espaces. Alors sur l'enveloppe thermique, donc je reviens un petit peu sur ce qu'il a présenté. On voit ici la coupe du bâtiment nord-sud avec la dalle qui est isolée avec 30 cm de polystyrène.
Je vais après vous montrer un petit peu certains éléments encore par rapport au pont thermique, mais la partie principale est en polystyrène pour un R de 7,85. En façade nord, on a un grand mur béton qui lui est doublé par une ETE en façade nord, quoi, par l'extérieur. Et ensuite, en toiture, donc c'est ce qui représente l'essentiel des déperditions et des surfaces. Donc on a l'ossature bois avec la ouate de cellulose qui fait 32 cm et une fibre de bois rapportée par-dessus pour 20 cm. Et certains espaces, on a plutôt 40 et 12 en fonction des contraintes voilà, architecturales et de mise en œuvre. Ensuite, une vue dans l'autre sens, où vous avez donc la façade principale qui est donc en clair. Vous avez ici donc 32 cm et une fibre de bois de 12 sur laquelle donc, a été mise la tuile. Et ensuite, en toiture, donc toujours les mêmes choses. Et après, on a la terrasse, elle, qui est avec une dalle béton. Donc ici, on a un polyuréthane qui vient sous les dalles sur plot de la terrasse pour une épaisseur de 240. Donc on a des R, on va dire, globalement entre 10 et 12 sur l'ensemble des surfaces en contact avec l'air extérieur et un R de 7,8 pour la partie enterrée. Là, je remonte un petit peu de plus près le détail qu'a présenté Thomas. Donc, on voit ici les deux espaces avec 32 plus 20 en partie haute et 40 plus 12 en partie basse. Et au jour, donc avec l'élément qui est rapporté sans créer de pont thermique. On voit également aussi que les brise-soleil, en fait, là, vous avez la niche du brise-soleil qui est isolée à l'arrière avec un polystyrène pour bien avoir une continuité thermique sans pont thermique. Donc là, on voit le grand mur béton nord sur lequel a été rapportée l'isolation. Donc tout l'intérieur est en béton. Ici, vous avez la charpente de l'intérieur avant que soit mis la boîte de cellulose. Et donc, je représente un petit peu ce principe de fondation qu'il a déjà présenté tout à l'heure. Donc, on voit ici que le gros béton a été mis pour venir chercher le bon sol. Ensuite, ici en rouge, sur la coupe, vous voyez le foam glass qui a été mis donc, sur ces bases en béton, donc avec un petit ragréage qui a été mis de côté pour bien solidifier. Ensuite, vous avez un lit de sable qui vient ramener le niveau. Et ensuite, on vient poser le polystyrène sauf dans les zones forcément où il y a le foam glass. Et là, on voit sur la partie de droite que le béton donc, a été coulé au niveau de la dalle. Et vous avez en fait le béton qui vient se poser sur le foam glass. Et on voit que on a au moins 20 cm de recouvrement entre le foam glass qui a un lambda d'à peu près 0,045, donc qui est très isolant et qui vient donc assurer une continuité parfaite et avoir aucun pont thermique au niveau des fondations. Là, vous avez une liaison périphérique, donc avec l'isolant qui remonte au niveau de la dalle et qui vient également donc se rapporter très, très proche, de manière continue avec le mur incliné qui descend. Ici, vous voyez un petit peu mieux. Donc là, on a une continuité parfaite de tous les éléments, hein, comme il a présenté Thomas avec le principe du skieur. Et ici, en façade est, on a un double mur en béton qui permet de reprendre du coup le grès complètement de manière désolidarisée. Et comme ça, on n'a pas de pont thermique lié à la fixation de ce bardage en grès sur l'isolant. Voilà le principe d'isolation aussi des menuiseries. On voit qu'ici on a un isolant en fibre de bois qui vient revenir complètement sur le cadre de la porte. Alors l'analyse de cycle de vie qu'on a étudiée en phase APD lors du dépôt du dossier Climaction, donc on a fait un comparatif avec un bâtiment en béton et isolé avec du polystyrène. Donc vous voyez ici les variantes, c'est la variante réelle à gauche et la variante béton, ITE, polystyrène à droite. Et vous voyez que forcément les fondations
L'enveloppe sont les principaux éléments consommateurs de carbone. Et avec donc la solution qui a été choisie, on a un gain de 30% de CO2 par rapport à la solution, on va dire, de référence, ce qui fait à peu près 220 tonnes de CO2 économisées dans cette solution. Alors toujours le choix aurait été, la piste aurait été d'aller plus loin et mettre plus de matériaux biosourcés encore à l'intérieur. Par contre, voilà, comme l'a expliqué Thomas, il y a aussi le principe de l'inertie qu'il faut qu'on maîtrise pour avoir un confort acceptable sans avoir à ramener une climatisation par la suite. Alors, sur les systèmes, donc on a un chauffage en biomasse avec une chaudière pellet que vous allez voir tout à l'heure. De cette chaudière partent 3 réseaux distincts, un pour la salle principale et ses annexes, et la partie école de musique. Ensuite, on a un réseau séparé pour le logement, avec un comptage séparé, et puis un réseau batterie chaude CTA pour la CTA, enfin les 2 CTA principales qui ventilent l'ensemble du site. L'émission de chaleur est réalisée par des radiateurs avec des robinets thermostatiques dans les espaces associatifs ou avec un thermostat d'ambiance centralisé pour la grande salle. Donc on est resté sur une solution qu'on appelle low-tech, puisqu'on n'a pas fait de choix de faire une émission compliquée. On a vraiment resté sur quelque chose de simple, qui est maîtrisé par les utilisateurs et qui donne satisfaction et qui reste tout à fait optimisé par rapport à l'émission que ça donne dans un bâtiment passif. On n'est pas obligé d'avoir un chauffage par l'air ou du rayonnement dans un bâtiment passif qui est par ailleurs très bien isolé avec des températures de parois très, très, très homogènes par rapport à la température de l'air. Alors ici, vous voyez donc la chaudière, qui est une petite chaudière en réalité. Vous êtes sur 35 kW, c'est ce qu'on pourrait mettre dans une maison un peu mal isolée. Et puis, donc on a un silo de 11 mètres cubes avec une autonomie de au moins 1 an, voire 2. Ça fait 1 an que le bâtiment est en route et on a consommé un demi-silo actuellement et qu'il y a un descendrage à faire 2 fois par an environ. Vous avez un tiroir avec des cendres à sortir. Voilà, donc ça c'est la personne qui s'occupe de ça, qui est dans le logement, le régisseur, qui s'occupe de cette maintenance. À droite, vous voyez les prises de raccordement pour le camion. Donc lui qui vient se garer en façade nord et qui vient faire l'alimentation du silo directement. Alors ici, vous avez donc la vue de la salle avec les radiateurs que j'ai encadrés en rouge, qui sont encadrés dans des niches et qui sont pilotés par un thermostat centralisé. Les réseaux calorifugés, donc voilà, on l'a un petit peu vu sur les photos de Thomas tout à l'heure, on est sur des réseaux type eau glacée, avec donc une distribution en acier, avec des colliers renforcés en thermique pour assurer vraiment la continuité d'isolant et ne pas avoir de pont thermique au niveau des fixations ici. Et à gauche, vous voyez la distribution terminale en tube PER jusqu'au radiateur, qui se trouve donc ici, vous voyez à l'intérieur devant le pare-vapeur pour ne pas avoir de percement. Alors pour les centrales, donc on a 3 centrales sur l'ensemble du bâtiment. On a une centrale pour le logement qui est complètement dédiée au logement. Ensuite, on a une grosse centrale principale qui fait 12 000 m3 qui s'occupe du rafraîchissement de la salle, des annexes et de la cuisine en compensation de l'extraction de la haute. Et vous avez une deuxième centrale qui assure tous les locaux non accessibles au public, parce qu'on est classé en type L, et donc on a tous les espaces de loge, vestiaires et autres rangements qui doivent être complètement distincts, donc on est obligé d'avoir une centrale spécifique de 650 m3 ici, qui assure cette ventilation. Donc ici, vous avez l'image de la centrale qui fait à peu près 2,40 m de haut, donc 12 000 m3, avec un échangeur à plaques, rendement de 85% et donc un rafraîchissement adiabatique qui est intégré directement. Donc rafraîchissement adiabatique, je vais vous l'expliquer très rapidement.
En fait, c'est le principe de l'évaporation de l'eau, donc le principe de pulvériser, de la brumisation. Ça permet de prendre de la chaleur dans l'air. Donc vous voyez ici, à l'intérieur de la centrale, vous avez des rampes de pulvérisation d'eau qui viennent asperger le flux d'air extrait, donc qui revient de la salle. Hein. Ici, vous avez l'air repris. Ensuite, vous aspergez d'eau. Il y a une évaporation qui se fait avec du coup un abaissement de la température. Et puis après, à ce moment-là, vous passez dans l'échangeur et vous refroidissez l'air neuf qui, lui, sera potentiellement bien plus chaud, qui peut être autour de 38-39 degrés, et un air extrait qui, lui, va être rafraîchi autour de 21-22. Et donc après, vous avez un air ici qui refroidit et qui sort, qui n'est pas humidifié, puisque lui, il n'est pas en contact avec cet air humide qui est extrait. Par contre, il est rafraîchi grâce à l'échangeur à plaques qui, lui, en fait, permet de récupérer ses frigories et sortir rafraîchi. Voilà pour le principe. Donc à droite, ici, vous voyez un zoom sur la centrale. Vous avez simplement ici la rampe qui rentre et l'électrovanne qui permet en fait simplement de couper l'alimentation d'eau, un compteur. Et voilà, et ça, vous avez ça sur de l'eau adoucie pour pouvoir limiter l'entartrage des bus. Et ici, vous avez donc le principe de diffusion d'air de la salle avec des bus à longue portée qui sont sur la partie de droite, du côté du local CTA. Et puis, de l'autre côté de la salle, vous avez la reprise qui se fait en sous-face des sorties de secours, en fait, de manière discrète. Alors après, ici, vous avez des trappes de visite pour pouvoir accéder au registre à débit variable, pour pouvoir donc gérer la ventilation en fonction du CO2. C'est ce que vous voyez ici, hein, mais sur les photos de Thomas, on le voyait très bien tout à l'heure. On a des registres à débit variable avec des caissons insonorisés, justement pour ne pas faire de bruit dans la salle. Et donc, en fait, de maîtriser un débit en fonction de la demande et de la présence des personnes. Et donc après, on a également dimensionné la centrale pour avoir un foisonnement avec donc à la fois l'école de musique, la grande salle et la cuisine qui sont ventilées par cette CTA principale. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on faisait la somme de tous les débits de tous ces espaces, on aurait une centrale plus grosse encore. Et on a donc un foisonnement qui a été pris en compte, c'est-à-dire qu'on considère que l'ensemble des espaces associatifs ne sont pas utilisés en même temps que l'ensemble de la grande salle, en tout cas à sa pleine jauge, et l'utilisation de la cuisine en même temps. Donc on a un équilibre des débits qui se fait, c'est-à-dire que la centrale peut, donc via des registres, délivrer de l'air à certains endroits et pas à d'autres. Voilà. Après, un autre point, c'est l'eau chaude sanitaire, donc pour la cuisine essentiellement. On a un ballon primaire qu'on a vu tout à l'heure sur la photo de Thomas, donc, qui lui sert à la fois de ballon tampon pour le chauffage, hein, pour pouvoir limiter les phénomènes de court cycle de la chaudière bois. En même temps, cette chaudière est équipée d'un serpentin à production instantanée d'eau chaude sanitaire. Donc, vous voyez à droite le principe, c'est que l'eau qui se trouve dans le ballon est une eau de chauffage et vous avez un serpentin d'eau chaude sanitaire qui rentre froid et qui ressort chaud en instantané, donc il n'y a pas de stockage d'eau chaude sanitaire, ce qui limite les problèmes de légionelle. Et ensuite, ce qu'on a fait comme choix, c'est de placer ce ballon au-dessus de la cuisine pour pouvoir limiter les distances en fait, au maximum et ne pas avoir la nécessité d'avoir de bouclage. Donc ça, on l'a réalisé justement en positionnant de manière optimale le ballon dans le local et de faire des départs spécifiques pour chaque espace de puisage, hein, donc les différents robinets, la machine à laver, etc., pour pouvoir limiter le respect de 3 litres de l'eau dans le réseau, pour ne pas avoir à créer un bouclage spécifique qui est toujours très énergivore, puisque vous maintenez une eau à 60 degrés, alors que dans une salle comme ça, on a un usage, on va dire, assez ponctuel de l'eau chaude. Donc ça a été une des pistes qui a été creusée et ça fonctionne très bien. Et on a également donc,
un secours en électricité sur la chaudière pour pouvoir couper la chaudière bois l'été, puisque forcément, si on a très très peu de besoin de maintenir à chaque fois un on-off sur la chaudière, c'est pas forcément optimisé. Et puis le secours sert également en cas de panne, quoi, bien sûr. Le reste des locaux est alimenté avec des ballons décentralisés, donc ménage, Notech et les vestiaires. Et le logement, c'est vraiment des petits ballons électriques de 20 à 20 litres, 50 litres pour la plupart, et un ballon un peu plus gros pour le logement. Alors les résultats qu'on a obtenus cette année, donc c'est une année un peu particulière, hein, puisque forcément avec le Covid, la salle n'a pas été occupée comme souhaité par la mairie, hein, mais par contre elle a quand même été occupée un petit peu cet été, et actuellement elle est toujours occupée un petit peu par l'école de musique de temps en temps. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a quand même des retours qui se sont faits sur les consommations. Alors, sachant que le chauffage, lui, a été mis en route dès le mois de janvier 2020. Et donc ici, on a vraiment une salle qui a été maintenue en température, alors qui se maintient elle-même déjà beaucoup en température de fait de sa performance, mais à l'automne, là, on a maintenu un chauffage à 21 degrés. Et donc ici, on voit que le bilan nous donne un chauffage à 8,3 kWh par mètre carré par an. Donc là, on est largement en dessous de l'objectif, quoi, bien sûr. Et puis, vous voyez le reste des consommations. Voilà, l'éclairage qui représente quasiment rien, mais ça, c'est aussi lié au fait que c'est peu utilisé actuellement. Et le poste principal reste aujourd'hui la centrale, puisque elle, pour le coup, les débits, même s'ils sont réduits, la centrale tourne quand même sur une plage horaire assez étendue en ce moment. Je n'ai parlé récemment avec le régisseur. Donc on a une plage de fonctionnement qui est plus grande que ce qu'on avait, on va dire, calculé à la base. Et donc ici, vous avez la moitié des consommations calculées en énergie primaire qui viennent de la ventilation. Sachant que 44 kWh, ça reste quelque chose de cohérent pour une salle de ce type. Après, on a également le photovoltaïque, où on a les premières informations, et on a actuellement à peu près 2/3 des énergies qui sont couvertes. Alors certes, c'est revendu, mais si on fait le bilan, on est à peu près sur une autoproduction de 2/3. Et un dernier retour sur le comportement du bâtiment, donc par rapport à justement tous ces hauts jours qui nous ramènent beaucoup de chaleur gratuite en hiver. On a également donc fait l'instrumentation cet été, lors de la canicule de août 2020. On voit que donc en bleu, vous avez la température extérieure, en jaune, le soufflage, et en vert, la température ambiante de la grande salle. Donc on voit qu'on est autour de 25 degrés au plus chaud, et qu'en fait, vous voyez quasiment pas de variation jour-nuit. On est sur 1 degré d'écart. Alors bon, il n'y a pas eu d'occupation pendant ces jours-là, mais par contre, on voit que le changement de température important et les températures extrêmes qu'on a pu avoir n'ont pas amené de dérives importantes au niveau du bâtiment, et que l'inertie joue son rôle à 100%. Voilà. Donc après, vous voyez également l'apport de la ventilation nocturne, où vous voyez en jaune à chaque fois les creux où il y a la centrale. Ici, vous voyez qu'elle se remet en route dès lors que la température extérieure est assez fraîche. On se met en route et on souffle un air rafraîchi. Alors on a remarqué justement en faisant cette instrumentation qu'il y avait une optimisation qui a été faite. C'est que ici, malgré le free cooling qui a été mis en route le 14 août, on voit que le soufflage a été limité à 20 degrés. Et donc ça a un souci au niveau de la régulation de la CTA qui en fait pouvait rafraîchir encore plus, puisque vous pouvez descendre à 16-17 degrés. Mais la régulation a maintenu 20 degrés, donc il y avait une part de récupération d'énergie à ce moment-là, alors que ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc voilà, on a eu une optimisation qu'on a décelée, et le reste du temps, ici, la centrale n'était pas en route.
Alors l'adiabatique, aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup de retours, puisque forcément, on n'est pas monté en température et on n'allait pas forcément la faire fonctionner inutilement. Donc on attend 2021 comme d'une année, on va dire, test pour ce système, et on voit déjà que la salle est confortable et elle sera certainement en occupation. J'ai terminé pour cette partie. Merci beaucoup à vous deux pour ces éléments et détails très précis. Et bravo pour cette opération. Je ne vois pas de questions dans le chat, donc si quelqu'un veut prendre la parole pour poser directement oralement aux intervenants, c'est à vous. Oui, bonjour, Steve Ritter, architecte à la ville de Colmar. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien, oui. Oui, Bonjour. je vous entends. J'avais une question sur le mur arrière de la scène. Comment on a justifié l'isolation de la paroi qui est complètement différente des autres murs bois? Je laisse répondre. Donc, c'est un mur en béton de 25 cm d'épais qui est isolé avec du polystyrène graphité à l'extérieur. Et donc, il a une continuité, c'est-à-dire que le polystyrène descend jusqu'aux fondations qui sont isolées. Donc, il y a une continuité aussi avec la toiture, les isolants qu'on a en toiture, quoi. Maintenant, c'est le seul mur tout à fait qui a un isolant non biosourcé qui est à l'extérieur, quoi. Mais la question était peut-être pourquoi il est différent, non? Entre autres? Pourquoi? Alors ça, c'est plus à l'ordre d'architecture. Eh ben, c'est parce qu'on souhaitait d'une part avoir dans le bâtiment le fond de la scène avec un matériau dur pour pouvoir venir d'une part se fixer des éléments comme on a vu sur les photos, le grill de scène. On a prévu que le grill de scène puisse reprendre, souvent en théâtre on dit un cheval, donc on peut mettre 3 tonnes suspendues au grill. Donc en fait, c'est surtout structurellement, on souhaitait avoir ce mur pour reprendre des charges et des fixations plus liées au spectacle. Merci Thomas. Merci. Il y a une autre question de monsieur Personne. Quelles sont les missions confiées à l'équipe de la maîtrise d'œuvre? Synthèse, visa, exécution. Ouais, on avait toute la mission complète avec l'OPC, on avait toutes les missions pour ce projet. Et c'est moi-même qui ai suivi le chantier, donc s'il y a des questions aussi techniques. Après, ce que moi je voulais rajouter à ce qu'a dit Christian Mahler, en fait, c'est quand même assez subtil un bâtiment passif parce qu'on nous demande sans apport artificiel de concevoir un bâtiment qui, à l'intérieur, dans le bâtiment, on a le droit à des variations de 3-4 degrés, hein, parce qu'on sait qu'en hiver, la plupart des bâtiments, que ce soit écoles ou des salles, il faut chauffer à 21, 22, voire 23 quand c'est des bureaux. Et en été, quand on dépasse les 28 à l'intérieur, le bâtiment les gens commencent à dire qu'il fait chaud dans le bâtiment. Donc nous, on a le droit, allez, on va dire à 4, 5, 6 degrés de variation, alors que dehors, on a des variations de 40 degrés. Et donc, on doit maîtriser cette thermique pour arriver naturellement à avoir un bâtiment qui soit confortable pour l'homme avec les matériaux et les techniques les plus simples qu'on peut imaginer, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout à fait. Toujours Steve Ritter, architecte à la ville. J'en ai deux. Est-ce que la solution de pomper dans la nappe phréatique avait été envisagée? Non, on n'a pas imaginé. Alors, je ne sais pas exactement à quelle profondeur on est à Wettolsheim. Je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de mètres. Ça ne doit pas être si loin que ça, je pense, l'eau. Mais on souhaitait utiliser le bois pour, d'une part, le retour d'expérience qu'on a avec les petites chaudières bois, c'est qu'on en a installé
des dizaines et des dizaines. Je crois qu'on doit avoir même une quarantaine en fonctionnement. Et on a un retour sur ces petites chaudières qui sont vraiment excellents. Donc, on sait qu'on maîtrise très bien ce point-là. C'est vrai qu'on a aujourd'hui un retour d'expérience de la région Alsace sur tout ce qui est pompe à chaleur, RO, OO ou RR. Qui n'a pas été très favorable aux constructeurs parce qu'il fallait un suivi. Je ne sais pas, tu me reprendras, Christian, si c'est exactement ça, mais c'est vrai qu'on a ce retour d'expérience qui démontrait que les COP annoncés par les constructeurs n'étaient jamais respectés. Par contre, pour tout ce qui était lié à la double flux, on avait des COP qui étaient vraiment les rendements qui étaient respectés à 85-90% comme annoncé par les constructeurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas trop, on a quelques bâtiments qu'on a connectés avec plutôt de la géothermie ou de l'aquathermie, mais c'est assez rare. Autre question, la récupération d'eau de pluie? Alors on l'a pas fait sur ce bâtiment. On a et même on le fait de moins en moins. Tout au début, quand on a commencé à travailler, on a fait quelques projets en récupération d'eau de pluie, mais donc d'une part pour le bâtiment à l'intérieur, on n'a pas le droit vraiment d'utiliser pour tout ce qui est sanitaire, ce qui serait assez logique, hein, c'est que les sanitaires, c'est un peu dommage de l'eau potable de les mettre dans les sanitaires. Mais oui, on n'a pas voulu orienter, alors qu'on a une belle récupération d'eau de pluie et on a dû, pour ce projet, faire des grandes zones. On a 2 tranchées drainantes assez importantes pour pouvoir infiltrer toutes ces eaux de pluie du parking et de la toiture dans le sol et ne pas les rejeter dans le réseau d'assainissement. Une petite dernière pour la route. En termes de structure bois, charpente bois, les plus grandes portées des pièces bois acheminées sur site, puisque j'ai vu qu'il y a une partie qui a été préfabriquée en atelier. 16 mètres de long. 16 mètres de long. Oui. Merci. Très bien, merci beaucoup. Je pense que M. Borer souhaitait ajouter quelque chose. Oui, ben c'était juste par rapport à la question, par rapport au pompage dans la nappe. À l'occasion de mes visites de différentes salles, j'avais eu un retour très négatif au niveau de Vogelsheim. Je crois que Vogelsheim, ils ont mis pratiquement 3 ans avant d'arriver à trouver à peu près un système climatique, si vous voulez, satisfaisant. Ça a été très, très compliqué. Alors qu'eux, ils ont une nappe qui est plus proche que chez nous, effectivement. Donc, voilà. Alors, je ne suis pas sûr qu'on l'ait évoqué de façon très, très précise, mais au départ, maître d'ouvrage n'était pas forcément favorable à la solution. Et puis, peut-être une toute petite, à propos de l'eau de pluie, on en a discuté avec le maire aussi. Et si vous voulez, là, je dirais qu'on a un petit peu anticipé des évolutions possibles de réglementation. Vous savez que de plus en plus, on nous impose des normes, des contrôles, etc., etc. Et nous sommes à peu près persuadés que d'ici quelques années, les systèmes de récupération d'eau de pluie seront soumis là aussi à des normes qui imposeront forcément des dépenses. Voilà. Merci Ils sont beaucoup. soumis aux arrêtés sécheresse. Oui, c'est vrai que par rapport à ça, on a quand même des espaces verts. On aurait pu arroser, c'est vrai, vous avez raison. Surtout que nous sommes dans une région très, très sèche, n'est-ce pas? Un peu plus sèche même que Colmar. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, l'arrêté sécheresse vous interdira d'utiliser le pompage dans la nappe lorsque oui. c'est l'été. Oui, d'accord. Donc, absolument. privilégier ce système-là, à un moment, on se tire à moitié une balle dans le pied si on opte pour une énergie renouvelable, mais qui est interdit à la période la plus exploitable. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Il y a une question de Katharina. Christian, tu as parlé de l'ACV que vous avez fait. Est-ce que le choix des systèmes a été fait aussi en fonction du carbone ou plutôt énergétique? Pour répondre franchement, c'est pas en fonction du carbone qu'on a fait le projet. C'est-à-dire que, comme disait Thomas, c'est que la volonté, c'était de faire du bois. On est parti sur du bois parce que ça satisfait à la fois le client. Nous, ça nous fonctionnait bien en termes de performance, en termes de simplicité de conception. Voilà, donc c'est vrai que ça c'est assez venu tout seul.
Et ce n'est pas un calcul ACV qui nous a mis sur cette voie, c'est vraiment le bon sens qui nous a guidés, on va dire, quoi. Et tu n'as pas, vu que tu as dû faire l'ACV pour les systèmes, le retour là-dessus, parce que en fait, bien sûr, on a besoin en rafraîchissement. Je pense que de toute façon, dans l'avenir, plus en plus, quelque part, et la diabatique est plutôt une très bonne manière de le faire. Par contre, quand je vois les machines, quand je vois tout ça, c'est beaucoup de métal, beaucoup de voilà. Est-ce que quelque part, ce que tu gagnes vaut le carbone de l'installation? Je pense que oui, mais est-ce que tu as un retour là-dessus? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la diabatique, c'est la manière la plus simple aujourd'hui et passive de faire du froid. C'est-à-dire que vous mettez de l'eau dans de l'air, ça se refroidit. Il n'y a pas plus simple. Après, c'est pas si simple que ça. C'est quand même technique. Il faut maîtriser la qualité de l'eau, il faut maîtriser la régulation, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur les réseaux, etc. Dès lors que vous faites du froid, que ce soit en pompage de nappe, en détente directe, en ce que vous voulez, ça c'est plus complexe. Donc c'est des flûtes frigorigènes à mettre. C'est tout de suite une installation plus grosse. Là, on est resté sur quelque chose de très simple, très basique. Si vous faites un système actif, ce qui n'était pas souhaité de toute façon ici, hein, mais n'importe quel système prend de la matière et de la technicité, hein, donc la diabatique reste quand même une solution, on va dire, assez simple et pérenne, quoi. Sans fluide frigorigène, c'est bien, c'est important ça, vis-à-vis du réchauffement climatique. Ce qu'on fait beaucoup, hein, ce que disait monsieur tout à l'heure, les pompages sur nappe, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, forcément, puisque si vous ne voulez pas faire un groupe froid sur l'air, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est soit de la nappe en direct, enfin direct découplé, soit vous faites de la diabatique. Mais la diabatique, il y a des limites aussi à son utilisation. Sur la salle ici, c'était aussi, on s'est posé la question au départ, puisque la diabatique vous protège contre les chaleurs extrêmes, puisque vous arrivez à refroidir un air très chaud en faisant une évaporation de l'air extrait. Par contre, ça ne solutionne pas trop le problème d'une chaleur qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de monde à l'intérieur pendant longtemps et que ça chauffe l'intérieur, ça ne permettra pas de solutionner la chaleur. Et donc là, c'est vraiment l'inertie qui doit travailler pour limiter les pointes. Donc c'était le compromis qu'on a trouvé en faisant de la diabatique et une bonne inertie, quoi. Okay, merci beaucoup. C'est sûr que c'est assez compliqué parce qu'on a quand même imaginé qu'il pouvait y avoir 600-700 personnes à l'intérieur. Si on prend encore que ces personnes vont voir un spectacle en fin d'après-midi, qu'il y a encore le soleil qui tape, qu'il y a les lumières, toute la salle est fermée dans le noir et qu'il y a les spots qui sont plein pot. Donc voilà, c'est comment faire pour que les personnes qui regardent le spectacle soient dans une atmosphère fraîche. Voilà. On a juste aujourd'hui un retour quand même sur cette salle, sur la salle. On a réussi, il y a eu une conférence ou une réunion avec pas mal de monde et c'était en période de canicule. Et la diabatique s'est mise en marche et je crois qu'en fait les personnes qui étaient dedans, on a dû l'arrêter parce qu'il faisait trop froid. Voilà. Ça va. Donc ça, je crois que je ne sais pas si tu avais eu le retour, Christian. Mais... Merci. Sur le même sujet, est-ce que vous avez, par rapport à cette opération, mais aussi à d'autres retours d'expérience, vous avez des retours sur la quantité d'eau nécessaire pour ce type de solution? Alors, c'est pas énorme, hein. Là, j'avais regardé sur cette année, on a, je crois, consommé 5 mètres cubes, il me semble, ce qui est vraiment pas beaucoup, hein. Enfin, 5 mètres cubes d'eau, c'est assez faible. Après, tout va dépendre justement du temps de fonctionnement, du débit, mais c'est quelque chose qui n'est pas énorme par rapport au volume d'eau qu'on passe dans des sanitaires pour l'usage courant d'un bâtiment, quoi. Ça reste quand même très modeste, quoi. Merci. Petite précision aussi, pendant le chantier, on n'avait pas encore allumé le chauffage, le chantier était pendant l'hiver,
et le bâtiment n'est jamais vraiment descendu en dessous de 14-15 degrés. Donc on avait à un moment donné juste mis par précaution un tout petit radiateur électrique dans la salle de 5-6 kg qui tournait en continu. Et donc on a vu que dès le premier hiver où tout était déjà, le manteau était complètement fini ainsi que l'ensemble des fenêtres posées, qu'on arrivait vraiment à maintenir une température sans avoir d'apport important de chaleur. Et il y a aussi Monsieur Ruiz, donc le régisseur, qui m'a fait un retour là, tout récent, c'est que là, quand il reçoit du monde dans la salle, il remonte la salle à 23 degrés, hein, parce que voilà, c'est pour être confort. Et il dit que ça met une bonne semaine pour redescendre à 21. Donc c'est que voilà, c'est que quand il coupe le chauffage, il y a du temps, il y a une bonne inertie sur l'ensemble du bâtiment, quoi. Ok, merci beaucoup. Il y a une question par rapport à la certification. Est-ce que le bâtiment est certifié? En fait, la certification, on n'a pas fait de certification passive parce que ça coûte relativement cher. Ça coûte dans les 4000 ou 4500. Il y a beaucoup de travail si on veut le certifier. La seule certification, c'est qu'on a garanti à la commune que si on dépassait 1700 € de chauffage par an, on payait la différence pendant 20 ans. Voilà, donc c'était un peu l'engagement moral. Je crois qu'aujourd'hui, on a une grosse marge avant qu'on consomme les 1700. Je crois qu'on est largement en dessous. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Merci beaucoup aux intervenants.